de l'actualité, la Gendarmerie nationale a reçu aujourd'hui du matériel roulant, une remise faite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et qui va sans nul doute améliorer les conditions de vie et de travail des gendarmes. États généraux de la culture. Au deuxième jour des travaux, ce rendez-vous des acteurs culturels est en passe d'être labellisé Bamako-Fouraba. Les groupes thématiques sont à pied d'œuvre pour sortir de fortes recommandations. 20h ORTM1. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Amélioration des conditions de vie et de travail des gendarmes avec cette remise de moyens roulants, une remise faite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile ce matin à la Gendarmerie nationale. Ces matériels sont composés entre autres de véhicules pick-up, d'ambulances et de motos. Les détails avec Abdul Karim Kaba. 40 véhicules pick-up simple cabine, 5 véhicules pick-up double cabine, 3 ambulances, 2 camions de transport de troupes, 2 grues de 20 tonnes, un fourgon de transport de chiens, un véhicule de la police scientifique et technique, un minibus de transport de personnel, un camion citerne à carburant et 56 motos dont 50 motocross et 6 motos de type Jakarta. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile dote ainsi la Gendarmerie nationale des moyens roulants. Cette remise renforce le soutien et l'engagement des autorités de la transition à faire de notre outil de défense une armée adaptée aux réalités du terrain. Ces engins représentent bien plus que des simples moyens de transport. Ils symbolisent nos engagements renouvelés à répondre efficacement aux défis de la sécurité et de toute autre forme de menace. Ils permettront à nos gendarmes de se déplacer plus rapidement et d'intervenir avec plus d'efficacité, garantissant ainsi la tranquillité d'esprit de nos populations. Ces moyens roulants seront des grands apports dans la mobilité, la rapidité des forces de sécurité. Ils permettent aussi d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Ces gestes renforcent non seulement nos capacités opérationnelles à assurer la sécurité des populations, mais aussi à mieux répondre à vos attentes, à savoir les exigences d'une société en constante évolution où la mobilité, la rapidité d'intervention et la disponibilité sont des critères essentiels en raison des menaces existantes. Cette dotation de la gendarmerie en moyens roulants est une preuve de la souveraineté nationale en matière de sécurité. Notre nouvelle force de frappe qui nous confère les moyens que nous avons acquis en toute souveraineté nous permet aujourd'hui de protéger nos populations et de défendre le moindre centimètre carré de notre territoire national. Les temps ont changé. Les terroristes et leurs amis et alliés et les autres ennemis de notre grande nation la prendront à leur dépens. Ils doivent comprendre que la fulgurance de nos attaques et de nos ripostes n'a d'autre égal que notre détermination et notre volonté inébranlable de les éradiquer. Telle est notre volonté. Tel est aussi et surtout notre message au monde. Message martelé encore ces derniers jours par le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, lorsqu'il recevait en début de semaine les vœux des corps constitués à Koulouba. Mesdames et messieurs, c'est donc en application de cette volonté d'airain que je m'enorgueillis de vous remettre aujourd'hui ce premier lot de matériel roulant entièrement financé par le budget national. Un deuxième lot sera très prochainement disponible. La remise symbolique des clés et une visite des engins ont meublé cette cérémonie à la caserne chef d'escadron Balakone, un des hauts lieux de formation de la gendarmerie nationale. Et nous restons dans le domaine de la sécurité. Nous nous intéressons à cette rencontre entre le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité et ce partenaire. Il s'agit de partager le contenu du guide de fonctionnement et d'animation des comités consultatifs de sécurité. Un commentaire de Kassim Diallo. Renforcer les capacités des acteurs de la sécurité, partager les contenus du guide de fonctionnement des comités consultatifs de sécurité et doter les participants d'outils nécessaires pour la résolution des défis sécuritaires, telles sont entre autres préoccupations du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. L'objectif de cet atelier est de partager avec vous le contenu de ce BVR et à doter les comités consultatifs de sécurité du district de Bamako et des 6 communes de Bamako d'exemplaires de guides. Cet outil doit permettre aux membres de mieux comprendre les missions des comités consultatifs de sécurité, de mieux s'approprier
Leur rôle et responsabilité est de maîtriser au mieux les techniques, approches et méthodologies pour une plus grande efficacité dans leur contribution dans la gestion intégrée de la sécurité. L'accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la RSS et son plan d'action fait partie des actions prioritaires inscrites dans le mandat de Cap Sahel Mali 2023-2025 et nous espérons continuer dans cette dynamique avec le prochain mandat qui commence à partir du mois prochain, c'est-à-dire février 2025 et qui nous portera jusqu'à la fin 2027. À l'issue de cet atelier de partage d'expérience, les participants seront dotés de moyens suffisants pour mieux sécuriser les Maliens. Journée du poisson, cette initiative booste la filière poisson. Pour cette 3e édition, les partenaires ont apporté un appui financier à l'interprofession, 7 milliards de francs CFA. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. 3e édition des Journées du poisson, grâce à l'engagement de certains partenaires privilégiés aux côtés de l'interprofession filière poisson du Mali. Pour cette 3e édition, un cachet particulier a été donné à l'événement à travers la remise d'un chèque géant de 7 milliards de francs CFA par la Banque mondiale dans le cadre de son projet de restauration des terres dégradées sous l'égide du ministère en charge de l'environnement. Une remise suivie de la signature d'un protocole d'accord entre le projet en question, la Direction nationale de la pêche, l'interprofession et la grande famille des producteurs et commerçants de poissons. Ce financement vise à accompagner l'interprofession filière poisson à travers tout un programme. C'est un projet qui a essentiellement pour objectif de soutenir la restauration des terres dégradées au Mali. Ce projet intervient également en soutien au développement de certaines interprofessions, notamment l'interprofession et pêche. Ce qui est prévu, c'est de soutenir, on va dire, la chaîne de valeur du poisson, allant de la production de poissons à la commercialisation, à la transformation, et en faire un vecteur de développement du pays. L'implication de mon département témoigne de notre volonté à travers le projet de restauration des terres dégradées, financé par la Banque mondiale pour un montant de plus de 90 milliards de francs CFA, à renforcer la résilience économique des acteurs de la filière pêche. Ce projet permet également de renforcer la compétitivité de la filière pêche et de créer une dynamique de croissance durable à travers des alliances productives innovantes. Ce projet d'une durée de 7 ans va insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur vital, confronté à un certain nombre de difficultés qui entravent son épanouissement. Face à ces difficultés, des solutions toutes réfléchies par le gouvernement à travers le département en charge de la pêche. Le gouvernement du Mali entend développer une stratégie qui vise notamment la rationalisation des pêches et le développement de la pisciculture sous toutes ses formes. Pisciculture artisanale dans les mares et en étang, rizipisciculture, pisciculture de type intensif et dans les structures hors sol comme les cages flottantes rectangulaires et circulaires de grande capacité. C'est dans ce cadre qu'est intervenu le projet de restauration des terres dégradées. Autre partenaire non les moindres qui a toujours accompagné l'interprofession filière poisson, toujours sur financement de la Banque mondiale, le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADEL-M. Un projet du gouvernement du Mali qui a été d'un grand apport pour ce secteur à travers la formation, l'équipement et le financement de projets des acteurs de la filière poisson. On a beaucoup appris les techniques de fabrication d'aliments et vraiment presque nous avons touché tous les domaines de la pisciculture et de l'aquaculture grâce au PADEL. Avant, les femmes faisaient le fumage, mais ce n'était pas aussi synthétique parce que là, avec l'appui du PADEL, ils éviscèrent les poissons, ils les fument et c'est ce qui est demandé. Et les autres femmes qui sont dans les différentes localités qu'on a eu à former, elles ont eu à former des associations entre elles. Maintenant, j'ai l'aliment poisson flottant que je peux offrir à 700 francs le kilo contre 1500 pour l'aliment poisson importé. Avec l'appui de PADEL,
Cet accompagnement de taille qui a eu un impact positif sur les acteurs est le fruit d'une bonne collaboration entre le projet et l'interprofession filière poisson. Quand vous regardez l'impact visible du projet PADEL, il y a d'abord la production des alevins. Il y a des écloseries qui ont été installées, il y a des écloseries qui ont été renforcées et la production de poissons marchands. Avant, c'était difficile. Nous avons installé des producteurs et aujourd'hui qui sont en pleine production de poissons grâce au projet. Dans les pratiques anciennes, il était difficile d'avoir 800 grammes pour le manago, qu'on appelle notamment le clarias. Et avec l'application des techniques et des bonnes pratiques qui ont été fournies par le PADEL, on a des poids de plus de 2 kg. On a vu même au niveau de certains champs écoles, 3 kg de clarias en 6 mois d'élevage. Au niveau de l'alevin, il y a la technique de production d'alevin qu'on avait appris aux producteurs et à l'encadrement. Sinon, pour produire l'alevin, dans le temps, on sacrifiait le mâle. On les a appris la chirurgie du mâle pour produire et sauvegarder, c'est-à-dire et sauver le mâle. C'est un projet qui a été initié par le ministère de l'élevage et de la pêche. C'est un financement Banque mondiale, environ 34 milliards de francs CFA. Ces acquis à l'actif de PADEL M, grâce au financement de son partenaire de la Banque mondiale, qui, selon le coordinateur, doivent être consolidés pour le grand bonheur des acteurs du secteur poisson. Et pour service rendu à la nation, 18 cadres et agents ont été décorés par le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la communication. Ils ont eu la distinction de chevalier de l'ordre national du Mali et celle du mérite national avec effigie à paye. Le ministre Alhamdou Ag Ilienne a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national. Mamadou Fani. Ils sont 18 cadres et agents du département de la communication de l'économie numérique à être honorés par la nation pour services rendus. Ces agents se sont fait distinguer par la qualité de leur travail, leur engagement patriotique et surtout leur sens de responsabilité. Des efforts récompensés par des médailles de la nation. Et le ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilienne, qui fut le premier à recevoir sa distinction des mains du chancelier de l'Ordre national du Mali, qui l'a élevé au grade de commandeur de l'Ordre national au nom du président de la transition. Ensuite, 7 autres cadres ont reçu la médaille de chevalier de l'Ordre national du Mali et 10 autres agents la médaille du mérite national avec effigie abeille. Monsieur le ministre, le président de la transition chef de l'État, en vous distinguant commandeur de l'Ordre national, l'État a acté sa volonté de reconnaissance. Si l'État a décidé de vous honorer encore une fois aujourd'hui, c'est moins pour vous décerner un titre en plus que pour le symbole qu'il a identifié en vous. Ce sont tous les acteurs, j'allais dire les récipiendaires du secteur de la communication et des TIC, compétents, dévoués, investis, qui sont récompensés. Ces récipiendaires se disent heureux de recevoir ces distinctions et remercient les autorités pour cette marque de confiance. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir ces distinctions, non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que nous avons travaillé pour ce département afin que le slogan qui dit dans notre association « Il n'y aura pas de Mali croissant l'éthique » soit une réalité. Cette année, plusieurs personnes ont été décorées au sein de notre département et j'en suis très fier, car ce nombre témoigne de la reconnaissance des plus hautes autorités de l'État, à commencer par son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour les efforts constants que vous déployez pour le progrès de notre pays. Les récipiendaires ont pris l'engagement de continuer à servir la nation toujours avec la même loi. Voilà une cérémonie de remise de distinction au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. À Niamakoro, remise des clés de 3 nouvelles salles de classe et latrines, un projet réalisé et financé par l'ambassade de la République populaire de Chine. Le point avec Fantama Magnentao.
Chose promise, chose faite. De montant de plus de 24 millions de francs CFA, l'école communautaire de Niamakoro dispose désormais de 3 classes et 3 latrines supplémentaires, construites grâce à l'appui financier de l'ambassade de la République populaire de Chine, en partenariat avec l'ONG Al-Barka. Depuis ces 3 dernières années, nous avons tissé un lien de partenariat avec l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali, et toujours dans le but de renforcer les capacités en termes d'éducation des enfants au sein des écoles communautaires et des écoles publiques. C'est la deuxième fois que nous venons renforcer en termes de salles de classe avec l'ambassade. Premièrement, c'était à Gombala, dans la région de Koulikoro, et aujourd'hui, c'est le quartier Niamakoro, notamment l'école communautaire de Niamakoro, qui a bénéficié d'un bloc de 3 salles de classe et d'un bloc de 3 latrines. Premier à se réjouir de cette initiative, le directeur de l'école, un rêve qui vient de se réaliser et sera d'une importante capitale pour tous les élèves. Nous adressons nos félicitations à toutes les associations de développement du quartier de Niamakoro pour le travail remarquable qu'elles mènent au quotidien pour le bien-être de nos populations et le rayonnement de notre quartier. L'inauguration de ces salles de classe constitue un fruit de la coopération durable entre l'ambassade de Chine et l'association Al-Barka. Il s'agit du 2e projet de construction de l'école que l'ambassade de Chine et l'association Al-Barka ont. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des clés au directeur de l'école et la visite des classes et des latrines. Parlons également de cette validation de l'avant-projet de loi portant protection des écoles pendant des conflits armés. La rencontre est initiée par le comité technique de suivi de l'opérationnalisation de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Les précisions avec Bemba Sibi et Abdoulaye Diarra. 29 participants, un objectif, élaborer l'avant-projet de loi sur la sécurité en milieu scolaire. L'atelier de réflexion, mis en place par le comité technique de suivi de l'opérationnalisation de la déclaration sur la sécurité dans les écoles, va surtout permettre d'améliorer le premier draft du document. Le premier draft qui est déjà produit est de grande qualité. Ça, c'est une initiative que je vois qui est unique dans la sous-région. Et je pense que ça va être une école pour les autres pays. L'atelier d'aujourd'hui est suivi de très près par la communauté internationale de protection de l'éducation. Et c'est pourquoi je vais inviter tout un chacun à jouer pleinement son rôle pour que les objectifs attendus puissent être atteints. Protéger les emprises de l'école et les lieux d'apprentissage, c'est l'objectif visé à travers l'élaboration de cet avant-projet, surtout que la crise sécuritaire a durement éprouvé le système scolaire. Il s'agit spécifiquement d'examiner minutieusement le fond et la forme du projet de texte, proposer, adopter et intégrer des points d'amélioration, adopter le fond et la forme conformément au format classique du secrétariat général du gouvernement, élaborer l'argumentaire technique devant soutenir l'adoption du projet de loi dans le circuit d'adoption. 2 jours durant, les participants vont produire le draft de l'avant-projet, un document qui va être soumis pour validation avant le processus d'adoption par le Conseil national de transition. Toujours dans le registre de l'éducation à Saint-Toukomaka, il y a des écoles qui ont accueilli les sinistrés des inondations de l'hivernage dernier et celles qui ont été touchées par les inondations sont en phase de réhabilitation. Les gouverneurs des 2 régions ont effectué une visite sur le terrain pour voir l'état d'avancement des travaux. Drissa Kone et Kai Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Cela fait déjà quelques jours que ce groupe démarre à l'école Farakolo premier cycle. Plusieurs blocs de l'établissement sont en chantier. Maçons, soudeurs et autres travailleurs sont à pied d'œuvre. Il s'agit là de la mise en œuvre des fonds d'entretien et de réhabilitation des écoles ayant abrité les sinistrés d'inondation. Ces fonds ont été mis à la disposition des collectivités territoriales. À Saint, il y a 2 établissements qui sont concernés. Ici, à l'école de Farakolo et aussi l'école de Medi. Très bientôt, les travaux vont être finalisés. Les travaux concernent la réhabilitation des sols, les plafonds. Ensuite, il y a les pompes à motricité humaine qu'on doit transformer en château d'eau. Et il y a les latrines aussi qu'on doit aussi retoucher.
Bon, maintenant, les fenêtres aussi sont en train de mettre des battants qui sont tombés, on est en train de les réhabiliter. Le chef de l'autorité régionale venu constater de visu les travaux s'est dit optimiste. Vous avez visité une salle de classe qui est pratiquement terminée, la direction qui est en état de réparation. Donc, d'une manière générale, les travaux se poursuivent ici normalement et ce n'est pas terminé. Je pense qu'on demande à l'entreprise quand même d'aller un peu plus vite pour que les travaux puissent prendre fin dans un meilleur délai. Et enfin, le gouverneur s'est rendu dans une classe de 9e année où il a appelé les élèves à l'assiduité et au travail. Selon ses mots, le DF commence dès la rentrée des classes. Au total, 29 salles de classe ainsi que des toilettes qui ont été rénovées dans le cadre des travaux de réparation dans des établissements scolaires touchés par les inondations à Kayes. Et c'est la satisfaction qui l'emporte après que le général de brigade Moussa Soumaré ait effectué cette visite en compagnie des autorités scolaires de Kayes. Une trentaine de salles de classe ont pu être remises en état et aussi des toilettes ont été également réparées. Donc les élèves travaillent aujourd'hui dans ces salles de classe dans des conditions d'apprentissage vraiment améliorées. Nous ne pouvons que dire un grand merci aux autorités de la transition pour avoir mis ces moyens à notre disposition afin que les dégâts causés par les inondations puissent être réparés dans certains établissements de la région en général et de la ville de Kayes en particulier. Le visiteur du jour n'a pas manqué de mots à l'endroit des usagers et responsables des lieux. Ce n'est pas tout le temps que nous avons des opportunités comme ça. Donc aussi nous les avons, il faut les saisir. Les travaux qui ont été effectués ont permis d'améliorer les états de ces établissements-là. Je les invite à prendre soin de ces salles de classe. Et c'est ce bon usage des lieux qui, selon le gouverneur de la région de Kayes, permettra aux autorités de procéder à la rénovation d'autres salles de classe dans d'autres écoles de la région. Et cette action humanitaire à l'endroit des déplacés de Badjangara résidant à Sévaré, un geste d'un opérateur économique, il a remis un important lot de vivres et de non-vivres. Reportage à Suleiman Sidibé. La ville de Sévaré a accueilli ce vendredi le général de brigade Abbassi Dambélé, accompagné d'un homme connu pour ses actions de charité. Il s'agit de Mohamed La, alias Diassa, un opérateur économique qui a compris que la solidarité est un devoir. Il vient de faire don d'une quantité importante de kits alimentaires et non alimentaires. Un geste destiné aux déplacés ayant récemment quitté Bandiagara. De quoi donner le sourire aux bénéficiaires. Je salue le gouverneur et l'ensemble des invités. Vraiment, nous sommes très contents et joyeux. Aujourd'hui, nous disons Dieu merci et merci au donateur Mohamed La. Ce geste est qualifié de patriotique par les autorités administratives et politiques de la Venise malienne. La cérémonie a été empreinte d'une émotion sans pareil, dans la mesure où la quantité était énorme, la quantité de donations, généreuses donations était vraiment énorme. Au-delà de la philanthropie de l'acteur, de monsieur là qui a fait cette donation, le geste est un accompagnement conséquent et un appui concret aux actions des autorités de la transition. C'est un message fort et un signal à l'ensemble des Maliens, parce que c'est le sacre de la générosité et de la solidarité malienne. Donc ça va susciter d'autres opérateurs à même le surpasser ou à faire pareil. C'est donc qui vient s'ajouter à ceux des autorités du pays, concerne 800 ménages, soit 3000 personnes. Et à Djoïla, lancement de projets intervenant dans le domaine de l'agriculture par l'Union locale des producteurs de céréales. C'est pour renforcer le réseau de recherche agricole, pour soutenir la transformation du système alimentaire et la résilience agricole et l'autonomisation des femmes rurales. Moustapha Doumbia et Issaba. Le projet d'autopromotion agricole pour la résilience et l'autonomisation des femmes rurales est un financement de l'ONG Agra, mis en œuvre par l'Union locale des producteurs de céréales en partenariat avec l'entreprise Ecotech Mali. Son coût est de plus de 200 millions de francs CFA pour une durée de 3 ans. Il intervient dans 3 communes de la région de Koutiala, une commune de Koulikoro et 6 communes de la région de Djoïla. Les activités qui seront mises en œuvre, ça va commencer par la mise en place des champs de démonstration. Ces champs vont servir de champs témoins. Sur ces champs, on va faire la formation des femmes rurales sur les semences biocertifiées. Également, ils vont recevoir des formations sur l'entrepreneuriat. Il y aura aussi la distribution
des semences certifiées. Le lancement du projet d'autopromotion agricole est couplé à celui du projet AgriFood FRN au renforcement du réseau de recherche agricole pour soutenir la transformation du système alimentaire. Ce dernier est exécuté par l'Union locale des producteurs de céréales en partenariat avec ICRISAT. C'est des initiatives vraiment qui vont améliorer la productivité, les conditions de vie vraiment des femmes rurales dans la zone de Dioula, en termes d'accès au marché, en termes d'accès au financement, en termes d'accès vraiment aux équipements de production. Il faut retenir qu'à travers ce projet, 40 000 petits producteurs seront touchés directement. Nous devons profiter de cette opportunité pour combattre les défis liés au changement climatique. D'autres partenaires, dont l'IR et l'IITA, sont impliqués dans la mise en œuvre des deux projets. Les membres de la délégation spéciale du Conseil régional de Taoudéni ont été investis dans leurs nouvelles fonctions en présence de plusieurs personnalités de la région. Reportage Chirfou Moulay Aïdara. C'est dans une cérémonie conviviale que les 7 membres de la délégation spéciale du Conseil régional de Taoudéni sont investis dans leurs nouvelles fonctions. Le gouverneur a remercié les chefs de l'État pour cette initiative majeure. Je remercie le président, le général d'armée Hashimi Goïta, chef suprême des armées, chef de l'État, pour la confiance placée à nous pour le choix des délégations spéciales. Nous demandons aux membres de la délégation spéciale qu'on ne soit pas trompés et les choisissant. Leur mission demeure le développement, mais sans la paix, il n'y a pas de développement. Et c'est pourquoi leur première mission, c'est le renforcement de la paix et la sécurité. Ici, l'occasion a été mise à profit pour rappeler aux membres quelques dispositions réglementant la délégation spéciale. L'article 84 du Code des collectivités. La délégation spéciale ne peut ni emprunter ni aliéner un bien de la collectivité territoriale. Elle ne peut ni créer un service public, ni recruter du personnel. Article 86. Le président de la délégation spéciale remplit les fonctions du président du conseil régional. Je prends l'engagement ici devant vous tous de m'acquitter de cet extraordinaire devoir de combler toutes les attentes et les espoirs fondés en mon choix. Monsieur le gouverneur, je sais les défis énormes, mais je suis convaincu qu'ils ne sont pas au-dessus de nos capacités. Mon équipe et moi-même se mettra à la tâche déjà au sortir d'ici. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités de Taoudéni et de la région sœur Tombouctou pour agrémenter les instants. États généraux de la culture, je le disais dans les titres, les travaux ont été lancés hier par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Au deuxième jour des travaux, ce rendez-vous des acteurs culturels est en passe d'être labellisé Bamako-Fugaba. Les groupes thématiques sont à pied d'œuvre pour sortir de fortes recommandations. Reportage à Famoussa Sidivé et Aboubakar Kone. La retraite artistique et culturelle Grandeur Nature prend possession du Centre international de conférence de Bamako. Les États généraux sur la culture, jour 2, ouvrent les débats. L'étalage au grand jour des déboires, de tous les déboires des différents secteurs, art, tourisme, création, gouvernance, tout y passe. C'est le groupe de travail tourisme et hôtellerie. Arrêtons-nous à 2012, nous sommes dans une crise politico-sécuritaire et sanitaire. Politique, vous connaissez, sécuritaire, vous connaissez, sanitaire, la Covid est passée par là aussi. Et donc, nous sommes en pleine déliquescence, arrêt total d'activité. Et à la faveur de l'arrivée du nouveau ministre, nous sommes en tout cas plein d'espoir par rapport à ce que va donner ces États généraux. Après le sitôt de Ouagadougou, auquel nous avons participé avec plaisir et nous avons été bien reçus par nos collègues du Burkina et ceux du Niger aussi qui sont venus nous trouver là-bas avant qu'on ne revienne pour le sitôt, les journées hôtelières du Mali. Donc nous avons continué, quoi. Nous avons abordé des thèmes importants avec... concernant les 3 pays, il y a eu la création du CPT-AES. Le CPT, c'est la Confédération patronale du tourisme de l'espace
AES. Qu'est-ce que vous débattez dans votre groupe thématique, le groupe 2? Le groupe 2 regroupe les arts appliqués qui contient le design, la mode et la gastronomie. Et la principale préoccupation, c'est l'innovation qui est inhérente au design, au métier de la création. Fugaba, on est contenu et contenant. Parce que, comme je parlais de cette activité qu'est le design, je l'ai rappelé tout à l'heure, elle est transversale et touche tous les secteurs. Okay. Et il est important que nous apportons la partie visionnaire de la chose, parce que qui dit design dit projection dans l'avenir, donc l'innovation. Et l'innovation ne peut se faire qu'en regardant de temps en temps dans le rétroviseur pour mieux définir l'avenir. Nous sommes en train de débattre des questions relatives au patrimoine. Le débat porte d'une manière générale sur tout ce qui porte sur le patrimoine matériel et immatériel. Comment est-ce que faire en sorte pour mettre cela en valeur et surtout pour que cela soit profitable pour le peuple malien. Presque tous les thèmes sont présentés. La production, la création, la diffusion et la commercialisation sont autant de thèmes qui sont traités dans les travaux de groupe. Il y a nécessairement une connexion avec les pays qui composent l'Alliance parce que c'est des réalités communes et il faut partager une vision commune en matière donc de refondation et on sait que la culture est le levier donc de tout développement et de ce point de vue c'est les pays membres de l'Alliance partageant les mêmes réalités et les mêmes défis. Il y a beaucoup de choses qui les font se mettre ensemble et qui doivent donc aborder ensemble. De 12 groupes, les ambitions sont revues à la hausse. On a un gros morceau qui concerne les musiques urbaines, les hip-hop, le slam. On a scindé le groupe de musique andé pour qu'on puisse avoir vraiment un groupe dédié à ce genre de musique. Et aussi le 14e groupe qu'on avait oublié complètement, ça c'est les festivals. Parce que vous savez, au Mali, il y a plus de 300 festivals en fait. Donc comment est-ce que on a invité quelques directeurs de grands festivals pour qu'ils essaient de nous sortir les problématiques des festivals, comment les professionnaliser davantage et comment, parce que les festivals, les directeurs de festivals sont des conservateurs de patrimoine. Et donc, en ce sens, c'est un métier qui doit être valorisé dans son contenu. Et aussi, il y a des contraintes majeures. Donc, ils sont là pour nous faire des propositions. Tout est donc fin prêt pour labelliser ce qui s'annonce désormais comme un rendez-vous avec l'histoire. Bamako Fugaba trône désormais en bonne place dans les esprits. Absolument, absolument, c'est un label parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire, on continue à parler des 41 lois ou règles de Kourougan-Fouga. Je pense que les règles qui vont sortir ici, les recommandations fortes, je pense qu'elles vont retenir l'histoire parce que déjà, les premières propositions hier, ça va être tout simplement extraordinaire si on arrive de l'infrastructuration de la culture, de la mise en place des fonds dédiés à la culture, jusqu'à des marchés appropriés et spécifiques de l'art et de la culture. Je crois que ça va révolutionner complètement pendant les 10-20 ans les arts et la culture au Mali. Les bases du renouveau sont donc solidement scellées. La suite appartient donc aux décideurs. AES Actualité, le collectif pour la défense des militaires CDM a organisé cet après-midi un meeting de dénonciation pour dire stop aux ingérences des ministres et ambassadeurs algériens. Pour le collectif, le Mali n'a de leçons à recevoir de quiconque. Pour plus de détails, écoutons le secrétaire général collectif pour la défense des militaires CDM, Younous Soumaré. Il est au micro de Abdelkarim Kaba. Le collectif pour la défense des militaires CDM, membre de la société civile, membre fondateur de la Confédération des peuples de l'AES, a initié ce meeting
pour dire stop et halt aux ingérences des ministres et ambassadeurs algériens qui se sont reconvertis en véritables soutiens et complices des terroristes et leurs sponsors étrangers. Il est aujourd'hui opportun pour chaque citoyen malien, voire de l'AES, de faire stopper ces ingérences sauvages en rappelant aux uns et aux autres que l'AES est aujourd'hui debout pour la sécurisation de ces territoires. C'est pourquoi nous demandons aux plus hautes autorités algériennes de recadrer les intéressés afin que plus jamais de telles provocations ne se répètent. Très chers compatriotes, restons soudés et mobilisés aux côtés de nos femmes, de nos autorités de la refondation pour bâtir ensemble le Mali courant. À bas les terroristes, à bas le terrorisme, à bas l'impérialisme. Vive le Mali souverain. Vive l'AES. Ensemble nous pouvons et ensemble nous gagnerons contre le terrorisme international et ses cipots africains. Nous sommes 23 millions de femmes. Assaut la continuité. Assaut la continuité. Afin de mieux lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale à Ségou, l'association Maligneta Amata lance une campagne de sensibilisation. Il s'agit de mettre les jeunes et les femmes à l'avant-garde de cette lutte et aussi promouvoir le patriotisme et la citoyenneté durant cette campagne. Reportage Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Ce sont des centaines de citoyens répondant à l'appel de l'Alliance Mali-Tanien Amata pour soutenir la transition dans ses efforts de sensibilisation pour prévenir et lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Sous le thème « La population au cœur de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, les jeunes et les femmes en première ligne », répond à la vision des plus hautes autorités en quête d'un citoyen moderne capable de défendre sa patrie contre toute menace, capable de défendre les intérêts de la nation, capable de forger la culture de la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale au sein de notre société. Il s'agit, à travers cette sensibilisation, d'échanger sur les aspects du terrorisme, le concept de la police de proximité, afin de renforcer la collaboration entre les populations et les services de sécurité. En tant que président du comité consultatif de sécurité de la commune urbaine de Ségou, j'en appelle à toutes les associations et autres forces vives ségouviennes à s'engager ardemment dans ce combat de survie pour le pays du Sahel, dont le nôtre. Les jeunes et les femmes de la région de Ségou seront toujours au cœur de cette lutte. Et l'histoire retiendra le courage, la résilience et la bravoure des jeunes et des femmes de la région de Ségou dans la sauvegarde des intérêts de la nation. Cette journée a permis à la population de Ségou de mieux cerner la notion de citoyenneté et l'unité nationale. Le colonel Théophile Niekema, nouveau commandant de la brigade spéciale d'intervention rapide, a effectué sa prise de commandement à Ouagadougou. Le nouveau commandant s'engage à poursuivre avec efficacité l'œuvre de reconquête du territoire national. Bienvenue, Taonsa. Sous le commandement du général de brigade Moussa Diallo depuis sa création le 5 janvier 2024, la brigade spéciale et d'intervention rapide Bessir, force opérationnelle majeure, constituée pour donner un coup d'accélérateur aux opérations de sécurisation et de reconquête du territoire national, a désormais pour chef le colonel Théophile Niekema. La Bessir continuera à se tenir en première ligne pour répondre promptement à toute menace. Par une mobilité accrue, une puissance de feu maîtrisée et une stratégie offensive, nous nous assurerons que les groupes terroristes ne trouvent aucun répit. L'intensification des actions de désorganisation et de neutralisation de l'ennemi restera une priorité constante. Sans oublier le renforcement de la synergie entre la Bessir et les autres forces de défense et de sécurité et la modernisation et l'adaptation continue des unités de la brigade spéciale et d'intervention rapide pour ne citer que cela. Celui qui prend la tête de la Bessir a été chef d'état-major de l'armée de terre de mars 2023 à décembre 2024.
Cumulativement à ses fonctions de commandant de la brigade spéciale et d'intervention rapide et de commandant du commandement des opérations du Théâtre national, le colonel Théophile Nikema est depuis le 30 décembre 2024 chef d'état-major général adjoint des armées. Le Comité national d'organisation de la 29e édition du FESPACO a dévoilé les films sélectionnés. Sur plus de 1351 films soumis à l'appréciation du jury, 235 sont sélectionnés. Les 235 films sélectionnés viennent de 48 pays. Le FESPACO 2025, c'est du 22 février au 1er mars et se tient sous le thème « Cinéma d'Afrique et identité culturelle ». Reportage Oumou Sissé. 1351 films réceptionnés et visionnés et à l'arrivée 235 films sélectionnés pour l'édition 29 du FESPACO. 235 films repartis dans les différentes sections de la compétition. Dans la course pour l'étalon d'or de Yenega, 17 films dont Katanga, la danse du scorpion de Dani Kouyaté et les Invertueuses de Chloé Aïcha Boro. Dans la catégorie documentaire long métrage, L'homme qui plante les baobabs de Michel Zongo disputera la première place face à 14 autres films de 14 nationalités. Le film traite de la question environnementale particulièrement, mais le courage surtout d'un homme, un homme assez spécial qui a 80 ans aujourd'hui, mais qui a passé 50 ans de sa vie à planter que des baobabs. Les autres sections, telles les séries et animations, Soukabe Programme Jeunesse, films des écoles de cinéma, FESPACO Short, Panorama, enregistrent aussi la participation de réalisateurs burkinabés. Dans la catégorie Burkina Film, 19 films sont en compétition. C'est un clin d'œil aux films qui sont faits, les films populaires, les films à petit budget, parce qu'aujourd'hui on pense qu'un film à petit budget ne peut pas répondre aux normes. Voilà, donc je pense que c'est faisable. J'ose espérer que les films sélectionnés vont permettre d'interroger davantage quant au rôle du cinéma dans la construction identitaire, sujet d'ailleurs auquel le colloque vous invite à réfléchir. Après ce dévoilement de la sélection officielle des films, les regards sont désormais tournés vers la compétition officielle de la Biennale du cinéma et de l'audiovisuel africain. Une biennale qui se tient du 22 février au 1er mars prochain. Et la rédaction de la RTN est allée à la rencontre d'un jeune artiste à graffiti. Il se nomme Rico Art. À Niamey, il fait des représentations graphiques généralement sur des grands murs. Ainsi, il compte transmettre des valeurs culturelles et enseigner l'histoire du Niger à la nouvelle génération. Ici, Fi Aruna. Rico Art est un jeune artiste graffiti. 4 ans déjà que cet artiste s'exprime grâce à ses fresques murales. Précisons que le graffiti est une forme d'art qui a pris de l'ampleur dans les années 70 à New York. Il consiste à transformer les façades et murs de la ville en toiles dynamiques reflétant les pulsations de l'espace urbain à l'aide de pinceaux et de bombes à aérosol. Le graffiti, c'est un art engagé. Je pense qu'on a la responsabilité de sensibiliser, de passer le message, des messages, de raconter l'histoire, pourquoi pas, à travers ce que j'ai fait ces derniers temps, faire des portraits des hommes vraiment qui ont marqué l'histoire. Feu général Séné Kounché, c'est un grand homme qui a fait beaucoup pour la culture et les arts nigériens. J'ai une petite anecdote, pendant la réalisation du portrait, il y a un vieux ancien combattant qui n'a pas voulu se présenter, qui est venu et qui nous a précisé que cet édifice, même sur lequel on est en train de réaliser ce portrait, c'est lui qui l'a conçu. Malheureusement, au Niger, le graffiti est peu connu et cette méconnaissance entrave la bonne pratique de cet art. Pour avoir les espaces, c'est compliqué avec la mairie. Donc voilà, le premier dilemme, c'est l'espace. Le deuxième dilemme, c'est le matériel. C'est très compliqué, mais bon, on fait avec les moyens de bord. Cet art révolutionnaire et engagé, qui avec l'évolution prend une forme d'esthétique, doit être encouragé pour qu'il participe au combat pour la conquête de notre souveraineté à un moment où la jeunesse a besoin de connaître son histoire.
À suivre après ce journal et magazine sur le code minier, le contenu local, atelier à l'adresse des membres du Conseil national de transition, magazine juste après ce journal dans nos programmes. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, même plateau, Dieu voulant. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Si vous changez votre façon de voir les choses que vous regardez changeront. Conseil de nos grands-pères. Bonne fin de soirée à tous.